À l'est de l'océan Atlantique qui le baigne et lui donne son identité, s'étend un pays qui renferme de nombreux mystères, le Portugal. Comment ce petit royaume est-il devenu un empire puissant ? L'étroitesse de son territoire et la faiblesse de ses ressources ne le destinaient pas à cette fortune. Mais la volonté de son peuple allait lui forger un destin. La multitude des trésors architecturaux et artistiques pour un si petit pays en témoigne. Des églises et monastères aux châteaux et palais, des chefs-d'œuvre de l'art gothique aux joyaux de l'âge d'or des grandes découvertes, le Portugal est parsemé de merveilles qui racontent sa formidable épopée. Jusqu'au XIIe siècle, le Portugal n'est qu'un comté de la péninsule ibérique. C'est peu à peu, en pleine reconquête contre les musulmans, que ce petit royaume devient autonome. Mais pour exister, il lui faut d'abord s'affirmer face à sa puissante voisine, la Castille. Une région est au cœur de cet affrontement, l'Estrémadure. Le monastère de Batala en témoigne. Il fut bâti pour commémorer un événement fondateur dans l'histoire nationale. 14 août 1385, les troupes portugaises commandées par Jean Ier de Portugal affrontent la puissante armée de Jean Ier de Castille. En grande infériorité numérique, le Portugal sort pourtant victorieux de la bataille et gagne pour 200 ans son indépendance. Vainqueur, le nouveau roi remercie la Vierge en bâtissant un monastère en son honneur. Il porte le nom de Batala, la victoire en portugais. On y développe pendant près d'un siècle un style gothique original. Son art de la pierre se voulait plus proche de l'homme. Les sculptures n'y font plus corps avec le mur. Elles prennent forme humaine pour mieux s'adresser aux croyants. Au cœur du tympan, la Vierge à l'enfant invite par sa douceur à entrer dans le sanctuaire d'une religion plus apaisée. Haute de 32 mètres, la nef est une véritable affirmation de la souveraineté portugaise. Ces majestueux piliers qui s'élancent vers le ciel soutiennent les élégantes croisées d'ogives et offrent une sensation de légèreté. L'art gothique laisse également entrer la lumière et un remarquable ensemble de vitraux baigne l'édifice de clarté. Par le jeu de ces mosaïques de verre, des milliers d'éclats de couleurs teintent la pierre et invitent au recueillement. La chapelle du fondateur propose une véritable plongée au cœur de la monarchie portugaise. Les tombeaux du roi Jean Ier et de son épouse Philippa de Lancastre, fille du prince anglais Jean de Gand, y reposent. Unis main dans la main pour l'éternité, ces gisants rappellent l'importante alliance du Portugal avec l'Angleterre. Ce sera désormais une constante de la diplomatie portugaise. La coupole octogonale et étoilée de la chapelle abrite également les tombeaux des enfants, ces enfants royaux qui n'ont pas le privilège d'accéder au trône. Parmi eux, le plus célèbre, c'est le troisième fils de Jean Ier, le prince Henri le Navigateur. À partir de 1495, avec l'arrivée au pouvoir de Manuel Ier, un nouveau style apparaît à Batala,
un style à la décoration exubérante qui change le visage du cloître royal. Les colonnettes et les arcades, à l'origine dénudées, se couvrent d'un incroyable enchevêtrement sculpté. On grave dans la pierre les symboles des grandes découvertes. Notamment la sphère armillaire, cet instrument de navigation formé de cercles. Elle devient l'emblème de Manuel Ier et de ce nouvel art baptisé Manuel I. Mais c'est en contournant l'église qu'apparaît le plus étonnant joyau de ce style, les chapelles inachevées. À l'origine, ce lieu était destiné à être le panthéon royal de tous les souverains portugais. En 1434, l'édifice octogonal commence à sortir de terre pour accueillir ses premiers gisants. Puis, quelques décennies plus tard, on le dote d'une décoration manueline. Les motifs de flore aquatique et de gréement de bateaux caractérisent cette ère d'une incroyable richesse artistique et historique. C'est une véritable orgie de dentelle. Mais l'histoire, comme ses chapelles, reste à inachever. Au début du XVIe siècle, le roi Manuel Ier préféra finalement un autre monastère pour son panthéon dynastique. À Batala, le Portugal s'est véritablement forgé une identité. Une affirmation nationale qui s'est renforcée au cours de l'âge d'or des grandes découvertes. Tout a commencé le 21 août 1415 par la prise de Ceuta sur la côte africaine. La nation portugaise tout entière part à l'assaut du grand large. Des chemins maritimes encore inconnus sont empruntés, de nouvelles terres sont abordées. Le prince Henri le navigateur est à la tête de ces expéditions. Il réunit autour de lui des marins, des cartographes, des astronomes, tout ce que le Portugal compte de grands hommes pour révolutionner la navigation et inventer un nouveau navire, la caravelle. Dans cette aventure maritime, un ordre militaire joue un rôle majeur. Nous sommes à Tomar, à 30 km à l'est de Batala. Construit à l'origine par les Templiers, le château qui domine la ville devient en 1334 le siège de l'ordre des Chevaliers du Christ. En 1420, l'infant Henri est nommé grand maître de l'ordre. Il emploie alors les nombreuses richesses des chevaliers pour financer ses campagnes lointaines. Les caravelles qu'il lance sur les mers propagent ainsi à travers le monde la prestigieuse croix de l'ordre du Christ. Au cœur des murailles érigées par les Templiers, on a bâti le couvent du Christ. Simple et austère à l'extérieur, l'église semble plus proche de la forteresse que de l'ouvrage religieux. Elle abrite pourtant un véritable joyau. Sa rotonde qui servait autrefois d'oratoire aux moines soldats.
On a paré ses murs de décorations polychromes aux traits byzantins. D'abord simple forteresse, le site de Tomar bénéficie ensuite des innombrables richesses venues d'outre-mer. Chaque souverain y apporte sa touche, ajoutant un édifice, sollicitant les meilleurs artistes de l'époque pour orner ses portails, décorer ses arcades. Sous le règne de Manuel Ier, nommé maître de l'ordre en 1484, le monument se pare ainsi des symboles des grandes découvertes. La fascinante fenêtre sculptée de Tomara en est le point d'orgue. Toute la mystique de l'épopée maritime portugaise est inscrite dans sa pierre. On y distingue des nœuds et des entrelacs de cordes, ainsi que des feuillages exotiques. Des croix de l'ordre du Christ, motif récurrent de la décoration du lieu. Les sphères armillaires qui évoquent la navigation et le pouvoir royal. 7 cloîtres sont édifiés autour du monastère. Et Tomar demeura longtemps un haut lieu du royaume. La mer, toutes les mers sont désormais aux Portugais. Quelques décennies encore et ils franchissent le cap de Bonne-Espérance et découvrent les Indes et le Brésil. Un édifice symbolise le point de départ des navigateurs, la tour de Belém. Édifiée à la demande de Manuel Ier, elle s'élève à l'origine au milieu du Tage. C'est alors un véritable ouvrage militaire, la pièce maîtresse des fortifications qui assure la défense de l'embouchure du fleuve et de la ville de Lisbonne. Elle apparaît davantage de nos jours comme un délicat joyau de pierre, un véritable vaisseau dont la proue s'avance déjà vers le grand large. Pour célébrer l'empire maritime et commercial qui se bâtit, on pare sa tour des symboles manuélins. On charge aussi la Vierge Notre-Dame du Bon Secours de veiller sur les marins partis en expédition et dont beaucoup ne reviendront pas. Mais ce sont les reflets changeants de la pierre calcaire de Lioz qui évoquent le mieux les nouvelles possessions. Suivant les heures du jour, elle prend tour à tour des reflets rouges, jaunes et gris, évoquant ainsi toutes les couleurs du Nouvel Empire. En 1502, tout près de la tour de Belém, on commence la construction d'un autre édifice pour célébrer cet âge d'or. Ce monument est bâti grâce à l'argent du poivre, un impôt prélevé sur le commerce des épices. C'est un couvent confié à l'ordre de Saint-Jérôme. On le nomme alors monastère des Hiéronymites. Manuel Ier, surnommé le roi fortuné, y proclame son opulence. C'est le portail sud et la douceur du visage de Notre-Dame de Belém, la patronne des marins, qui ouvre sur l'église Santa Maria.
Sa nef centrale est sans doute l'une des plus belles de toute l'Europe. Ses piliers finement sculptés d'arabesques et sa voûte d'ogives spectaculaire lui offrent grâce et légèreté. Autrefois, s'élevait à cet emplacement une modeste chapelle où les navigateurs qui partaient en mer et ceux qui en revenaient venaient prier. Manuel Ier en fit le panthéon des rois du Portugal. Son tombeau, porté par des éléphants, y repose. Et sur le salut du souverain et des navigateurs, veille Saint Jérôme et son ordre. Non loin du souverain, à l'entrée de l'église, un autre sarcophage témoigne de l'incroyable épopée maritime du peuple portugais. Ici repose Vasco de Gama. Parti en 1497 à la tête d'une petite flotte de nefs et de caravelles, le navigateur a ouvert au Portugal les portes de l'Asie tout entière. De ces contrées lointaines sont rapportées les richesses et l'imaginaire qui parent le cloître du monastère. On y représente la flore exotique de l'immense outre-mer. On y célèbre les expéditions. Le monastère des Hiéronymites est ainsi le plus parfait témoignage de l'aventure maritime portugaise. Par la suite, l'art manuélin s'essoufflera au rythme de l'effritement de l'Empire portugais. Ce n'est qu'au XIXe siècle, après plusieurs siècles de déclin, que l'art portugais renaît. Au nord de Lisbonne, au cœur de la Serra de Sintra, rafraîchie par la proximité de l'océan, une petite ville devient le lieu de villégiature de la noblesse. Sintra. Dans la vallée verdoyante qui l'abrite, on construit de majestueuses résidences, de fabuleux palais. Les styles européens et orientaux se mêlent dans une parfaite harmonie. C'est l'épanouissement d'une architecture romantique et originale. On rend hommage au temps passé avec des palais manuélins ou des châteaux forts mauresques. Accroché à l'un des sommets, le palais de Pena semble tout droit sorti d'un conte de fées. C'est l'œuvre de Ferdinand de Saxe-Cobourg et Gotha, devenu par son mariage Ferdinand II, roi du Portugal. Sa construction a commencé en 1840. Au cœur d'un vaste parc de 200 hectares, ce sont les ruines d'un monastère qui sont transformées en palais. Des tours mauresques, des couronnes de mâchicoulis, Pena se compose d'un incroyable mélange d'éléments d'architecture gothique, Renaissance et manuéline. On le découvre à la fois prétentieux, fantasque et plein de charme.
Pour réaliser ses désirs les plus fous, le prince fait appel à un ingénieur allemand, le baron von Eschwege. Mais le chantier ne s'achève qu'en 1885, l'année de la mort de Ferdinand. Ici, le mélange des styles est partout. Au cœur de la cour principale du palais, l'arc de Triton est ainsi décoré de motifs néo-manuélins. On y associe les détails sculptés caractéristiques de ce style à des inventions telles ce féroce monstre marin qui en garde l'entrée. C'est un tourbillon incessant de technique et de matière. Et le cadre du palais prolonge la magie. Perché sur l'un des plus hauts sommets de la montagne, l'édifice offre un panorama saisissant sur la Serra et l'océan Atlantique. Ferdinand II a fait de son château un véritable résumé de l'histoire portugaise. Il emprunte à toutes les périodes et à tous les styles. Au milieu des azuleros, ces carreaux de céramique traditionnels peints à la main, une fenêtre manueline rend hommage à l'âge des grandes découvertes. Le prince a même gardé au cœur du palais des éléments préexistants. Le cloître appartient ainsi au monastère d'origine. La chapelle, autre vestige de l'ancien couvent, abrite un précieux trésor, un retable en marbre et en albâtre du XVIe siècle. C'est l'œuvre de Nicolas Chantraine, un sculpteur français, qui œuvra également au monastère des Hiéronymites. Dans les autres pièces du palais, Ferdinand II a bâti de véritables fantaisies. Salles de réception, salons et chambres sont richement meublés avec une profusion de miroirs, de sofas et de tentures. La salle arabe, avec ses fresques en trompe-l'œil qui couvrent le plafond et les murs, en est le point d'orgue. Son style rappelle que l'Orient est une des grandes sources d'inspiration du romantisme. Le palais de Penna va demeurer une résidence royale jusqu'en 1910. À cette date, la République est proclamée et l'édifice est transformé en musée. Cette République du Portugal n'oublie pas la formidable épopée de ses héros de la mer et continue d'écrire par ses merveilles artistiques l'histoire de ce petit royaume devenu grande nation européenne.